Mesdames, Messieurs, chers auditeurs, il est une douleur plus tranchante que le froid de l'hiver, plus mordante que le vent du nord qui balaie les plaines de Flandre. C'est la douleur de l'ingratitude. Nous avons tous entendu cette phrase terrible du roi Léar de Shakespeare, qu'il est plus aigu qu'une dent de serpent d'avoir un enfant ingrat. Mais voyez-vous, la littérature, aussi tragique soit-elle, reste de la fiction. La réalité, elle est souvent bien plus cruelle, car elle se drape dans les habits de la banalité quotidienne. Elle se cache derrière des portes de bureaux fermées, derrière des codes d'accès changés, derrière des procédures administratives froides comme l'acier. L'histoire que je vais vous conter ce soir nous emmène à Roubaix, cette ancienne capitale du textile, cette ville de briques rouges et de ciel gris, où le bruit des métiers à tisser a rythmé la vie de milliers de familles pendant des siècles. C'est l'histoire d'Hélène. Une femme que vous pourriez croiser au supermarché, une femme discrète, digne. Une mère qui a cru que le sang était plus fort que l'argent. Une mère qui a découvert un lundi matin pluvieux que pour son propre fils, elle n'était plus une maman, mais une charge salariale, une ligne de coût dans un tableau Excel, un obstacle à abattre. Préparez-vous, car ce que vous allez entendre est le récit d'une trahison moderne, absolue, impardonnable. Tout commence par un matin de novembre, un de ces lundis matins typiques du Nord, où la bruine se crachant pénétrant semble vouloir effacer les couleurs du monde. Il est 7h30. Hélène, 60 ans, gare sa petite voiture citadine sur le parking de l'usine Tissage Desmarais. C'est un rituel immuable. Depuis 30 ans, Hélène est la première arrivée, la dernière partie. Elle connaît chaque pavé de la cour, chaque fissure sur la façade de briques, chaque bruit de la chaufferie. Elle aime cette usine. Elle ne la possède pas sur le papier, non, mais elle la possède par le cœur, par la sueur, par les larmes versées. Elle s'approche de la porte tourniquet, son sac à main serré contre son manteau de laine. Elle a le sourire aux lèvres. Pourquoi ? Parce que le bilan comptable de l'année est bon, enfin. Parce qu'elle a réussi à négocier un délai avec les fournisseurs. Elle se sent utile, vivante. Elle sort son badge blanc, ce petit rectangle de plastique, qui est son passeport pour son univers professionnel, et le présente devant le lecteur optique. D'habitude, un petit bip joyeux et une lumière verte l'accueillent. Mais ce matin-là, rien. Ou plutôt, si. Une lumière rouge agressive clignote. Un son grave, un bourdonnement de refus résonne. Hélène fronce les sourcils. Elle frotte le badge contre sa manche, pensant à une poussière à l'humidité. Elle recommence. Rouge, encore rouge. C'est alors que la porte de la guérite de sécurité s'ouvre. Marcel sort. Marcel le gardien. Hélène le connaît depuis qu'il a 20 ans. Elle a aidé sa femme à trouver un emploi. Elle a payé la colonie de vacances de ses enfants avec le comité d'entreprise. D'habitude, Marcel la salue d'un tonitruant. « Bonjour, Madame Hélène. » Aujourd'hui, Marcel ne la regarde pas. Il fixe ses chaussures de sécurité. Il tient à la main un carton. Un simple carton de déménagement, scotché à la va-vite. « Bon, Marcel. » « Il y a un problème avec le lecteur ?» demande Hélène, une pointe d'inquiétude naissante dans la voix. Marcel s'avance lentement, comme s'il marchait vers l'échafaud. Il pose le carton sur le rebord humide du muret. « Madame Hélène, je suis désolée. » Sa voix tremble. « J'ai des ordres. Des ordres stricts de la direction. Votre badge a été désactivé ce matin, à 6h. » Hélène reste interdite. Elle rit nerveusement. « Des ordres. Mais enfin, Marcel, je suis la directrice financière. »« De quelle direction parlez-vous ? » ?»« Je suis la direction. »« De monsieur Lucas, madame. »« Il m'a dit, personne n'entre surtout pas elle.
Vos affaires sont là-dedans. Il a fait vider votre bureau ce week-end. Le monde d'Hélène s'arrête. Le temps se fige. La pluie continue de tomber, mouillant ses cheveux gris, mais elle ne la sent plus. Lucas. Son fils. Son Lucas. Elle regarde le carton. À l'intérieur, jeté pêle-mêle comme des ordures, elle voit sa tasse à café, ébréchée, son châle de secours, un agenda, et surtout, posé sur le dessus, un cadre photo en argent. Une photo de Lucas, à 5 ans, édenté et rieur, sur une plage de la mer du Nord. Le verre du cadre est fêlé. Il a fait vider mon bureau, murmure-t-elle, incapable de comprendre la violence de la phrase. Je suis désolée, madame Hélène. Je ne voulais pas. J'ai peur pour ma place. Pleurniche presque le vieux gardien. Hélène prend le carton. Il est léger. 30 ans de vie, 30 ans de sacerdoce, résumés à 3 kilos de souvenirs brisés dans une boîte en carton mouillée par la pluie. Elle se tient là sur le trottoir, chassée comme une malpropre de la maison qu'elle a sauvée par l'enfant qu'elle a porté. Pour mesurer l'abomination de cet instant, il faut remonter le fil du temps. Il faut comprendre ce que cette usine représente. Tissage des Marais n'était pas juste une entreprise. C'était le legs de son défunt mari, Pierre. 10 ans plus tôt, quand Pierre est mort brutalement d'un infarctus, l'entreprise était au bord de la faillite. Les banques voulaient tout saisir. Les 100 employés allaient se retrouver à la rue. Hélène, qui n'était alors que comptable, a pris les rênes. Mais elle a fait bien plus que cela. Souvenez-vous de cette époque, mes amis. La crise financière, les banques frileuses. Pour sauver l'outil de travail, pour sauver l'héritage de son fils, alors étudiant Hélène a posé un acte fou. Un acte d'amour absolu, elle a hypothéqué sa propre maison. Sa villa personnelle. Elle a injecté toutes ses économies, l'assurance vie de son mari, tout jusqu'au dernier centime dans la trésorerie de l'usine. Elle a travaillé 70 heures par semaine. Elle a appris à négocier avec les fournisseurs chinois. Elle a appris le management. Elle a appris à survivre. Elle a fait tout cela pour une seule raison, Lucas. Lucas était aux États-Unis. Il faisait un MBA prestigieux à Boston, payé bien sûr par les sacrifices d'Hélène. « Mon fils sera un grand patron », disait-elle fièrement à ses ouvrières. « Il reviendra avec des méthodes modernes. Il sauvera l'industrie textile française. » Elle l'avait idéalisé. Elle avait projeté sur lui toutes ses espérances. Elle ne voyait pas que loin d'elle, dans les amphithéâtres climatisés des écoles de commerce américaines, Lucas changeait. Il apprenait que les hommes sont des ressources, que les sentiments sont des faiblesses, et que le seul Dieu qui vaille est le taux de rentabilité interne. Il y a 6 mois, Lucas est rentré. Le retour de l'enfant prodigue. Il était beau, Lucas, dans ses costumes italiens cintrés, avec ses anglicismes à chaque phrase, et son assurance arrogante. Hélène lui a tout donné. Tout de suite. « Prends le fauteuil de PDG, mon chéri. C'est ta place. Moi, je retourne à la comptabilité. Je veillerai sur les chiffres pendant que tu veilleras sur l'avenir. » Quelle erreur! Quelle tragique erreur! Dès les premières semaines, l'atmosphère a changé. Lucas ne disait pas bonjour aux ouvriers. Il parlait de dégraisser le mammouth, de rationaliser les coûts, de optimiser la masse salariale. Il voulait vendre. Il voulait habiller la mariée pour la vendre à un fonds de pension vautour et empocher le pactole. Mais il y avait un problème. Un gros problème. Hélène. Hélène était chère. Elle avait le plus gros salaire de l'entreprise, mérité par 30 ans d'ancienneté. Et surtout, en cas de licenciement économique ou de vente, sa clause de départ signée du temps de son mari était très élevée. Et puis, Hélène était la mémoire morale de l'entreprise. Elle s'opposait aux coupes budgétaires sauvages. Elle protégeait les vieux employés. Elle était devenue, aux yeux de son fils, un actif toxique. Une verrue à éliminer. Mais comment virer sa propre mère, actionnaire, minoritaire,
et directrice financière irréprochable. On ne licencie pas une mère pour motif économique sans faire scandale. Non. Il fallait autre chose. Il fallait la salir. Il fallait la détruire moralement pour qu'elle parte sans rien demander. Revenons à ce lundi maudit. Hélène est rentrée chez elle hagarde. Elle a posé le carton sur la table de la cuisine. Elle a attendu un appel. Une explication? C'est une erreur, se disait-elle. Un bug informatique. Lucas va m'appeler, il va rire, il va s'excuser. Le téléphone a sonné le lendemain. Mais ce n'était pas Lucas, c'était le facteur. Recommandé pour Madame Hélène Desmarais. Une lettre recommandée avec accusé de réception. L'enveloppe jaune, lourde officielle. Le bruit du papier que l'on déchire a résonné dans la cuisine silencieuse comme un coup de tonnerre. Elle a lu, une fois, 2 fois. Ses mains se sont mises à trembler si fort que la feuille est tombée sur le carrelage. Objet mis à pied conservatoire et convocation à un entretien préalable au licenciement pour faute grave. Faute grave. Les mots dansaient devant ses yeux. La lettre continuait implacable, rédigée dans un jargon juridique froid. Nous avons découvert des irrégularités comptables majeures. Un audit interne a révélé la disparition de numéraires dans la caisse de menu dépenses dont vous avez la charge exclusive. Montant constaté 500 €. 500 €. Hélène a éclaté d'un rire hystérique qui s'est transformé en sanglots. Son fils l'accusait d'avoir volé 500 €. Elle qui avait mis 300 000 € de sa poche pour sauver les murs. Elle qui gérait des millions. Elle qui avait parfois oublié de se verser son propre salaire, les mois difficiles, pour payer les ouvriers. C'était grotesque. C'était absurde. Mais c'était juridique. Le vol même d'1 € est une faute grave. C'est une cause réelle et sérieuse de licenciement sans indemnité. Lucas ne voulait pas seulement la virer. Il voulait la faire partir sans lui verser un centime, en la traînant dans la boue, en la faisant passer pour une voleuse de bas étage. Le choc fut tel que le corps d'Hélène lâcha. Ce cœur qu'elle avait mis à l'ouvrage se serra. Une douleur fulgurante dans la poitrine, le bras gauche engourdi. Elle eut juste le temps d'appeler les pompiers avant de s'écrouler dans son couloir. Urgence hypertensive. Début d'infarctus dû au stress émotionnel intense. Elle se réveilla dans une chambre d'hôpital blanche, aseptisée, branchée à des moniteurs qui bipaient au rythme de sa vie fragilisée. 2 jours plus tard, la porte de la chambre s'ouvrit. C'était lui, Lucas. Il n'avait pas de fleurs. Il n'avait pas l'air inquiet. Il avait son costume bleu nuit et une mallette en cuir. Il s'assit au pied du lit, croisant les jambes, avec désinvolture. « Tu nous as fait peur, maman », dit-il, sans aucune émotion dans la voix. Hélène le regarda. Elle chercha au fond des yeux de cet homme l'enfant qu'elle avait bordé le soir. Elle ne vit qu'un étranger, un requin. « Pourquoi, Lucas ?» murmura-t-elle. 500 €. Tu sais bien que c'est faux. Tu sais bien que j'ai sans doute utilisé cet argent pour acheter du café pour l'équipe ou payer un coursier et que j'ai oublié le ticket. Pourquoi ? Lucas soupira comme on soupire devant un enfant lent à comprendre. Maman, soyons pragmatiques. La boîte doit être vendue. Les investisseurs américains arrivent le mois prochain. Ta présence, ton salaire, ton ancienneté, ça plombe la valorisation. J'ai besoin que tu partes. Vite et gratuitement. Il ouvrit sa mallette et sortit un document. Voici une reconnaissance de faute et une démission. Tu signes ça, tu admets avoir emprunté la caisse par erreur et on arrête la procédure de licenciement pour faute lourde. Je ne porte pas plainte. Tu gardes ton honneur. Enfin, ce qu'il en reste. Tu pars à la retraite et tu me laisses gérer. Si tu refuses, je te traîne au prud'homme, je porte plainte au pénal pour abus de biens sociaux. Je te détruis, maman. Tout le monde saura
que la grande Hélène a tapé dans la caisse. C'était du chantage. Un parricide moral. Lucas pensait avoir gagné. Il voyait sa mère, faible, malade, humiliée. Il pensait qu'elle allait signer pour avoir la paix, pour ne pas faire de vagues comme elle l'avait toujours fait. Mais Lucas avait oublié une chose fondamentale. Une chose qu'on n'apprend pas dans les MBA américains. On ne pousse pas une mère dans ses derniers retranchements. Surtout une mère qui a tenu la comptabilité pendant 30 ans. Surtout une mère qui connaît chaque centime, chaque virement, chaque zone d'ombre de l'entreprise. Hélène ferma les yeux un instant. Quand elle les rouvrit, les larmes avaient séché. Son regard avait changé. Ce n'était plus le regard de la mère blessée. C'était le regard de la directrice financière. Froid, analytique, chirurgical. Laisse le papier, Lucas. Je réfléchirai. Convoque l'Assemblée générale extraordinaire pour la semaine prochaine. Je viendrai signer devant la famille, devant les actionnaires. Lucas sourit triomphant. Sage décision, maman. Repose-toi. La semaine qui suivit, Hélène ne la passa pas à se reposer. Elle la passa devant son ordinateur portable qu'elle avait eu la présence d'esprit de garder chez elle. Elle n'avait plus accès au serveur de l'entreprise, c'est vrai. Mais Lucas, dans son arrogance, avait oublié que sa mère était une professionnelle de l'ancienne école. Chaque soir, depuis des années, Hélène faisait une sauvegarde manuelle des écritures comptables sur un disque dur externe. Une copie de sécurité. Au cas où. Elle éplucha les comptes. Pas ceux des années passées. Ceux des 6 derniers mois. Depuis le retour de Lucas. Elle chercha. Elle croisa les données. Elle suivit la trace de l'argent. Et ce qu'elle découvrit lui glaça le sang, mais lui donna aussi l'arme de sa vengeance. Le jour de l'Assemblée générale arriva. Une ambiance de funérailles régnait dans la grande salle de réunion lambrissée de l'usine. Toute la famille était là. Les oncles, les cousins, les petits actionnaires. Ils étaient gênés. Lucas leur avait raconté sa version. Maman vieillit, elle perd la tête. Elle a volé, c'est triste, mais il faut tourner la page. Il baissait les yeux, n'osant pas regarder Hélène. Lucas présidait rayonnant. Il avait préparé un PowerPoint. « Mesdames, Messieurs, chers cousins, c'est le cœur lourd que nous devons acter le départ d'Hélène. Les faits sont là. Indiscutables. Une malversation financière. » Il parlait avec des mots graves, jouant le fils éploré, obligé de sévir pour le bien commun. Hélène était assise au bout de la table. Elle portait son tailleur strict, impeccable. Elle était pâle, mais droite. Quand Lucas lui tendit le stylo pour signer sa démission, aveu, elle se leva. « Avant de signer Lucas, j'aimerais, en tant que directrice financière sortante, présenter un dernier rapport, un petit addendum au compte. » Lucas ricana. « Maman, s'il te plaît, ne rends pas les choses plus difficiles. »« Assieds-toi, Lucas. » Sa voix claqua comme un coup de fouet. Une voix de commandement qu'on ne lui connaissait pas. Elle sortit une petite clé USB de sa poche et la connecta à l'ordinateur de projection. L'écran changea. Le logo faute grave de Lucas disparut. À la place, un tableau Excel apparut. Une liste. « Tananika, tu m'accuses d'avoir pris 500 €, Lucas. C'est peut-être vrai. Une erreur d'écriture. Mais parlons de tes erreurs à toi. » Elle fit défiler les lignes. Ligne 412, frais de représentation, 15 000 €. Un week-end à Dubaï. C'était pour rencontrer des clients textiles. Lucas non. C'était pour l'anniversaire de ta maîtresse. J'ai les relevés de carte bleue de la société. Un murmure parcourut la salle. Lucas blêmit. C'est du networking. Ligne 508. Location longue durée, véhicule de fonction. 3 000 € par mois. Une Porsche Panamera. Lucas, nous sommes à Roubaix. Nous fabriquons du tissu. Depuis quand avons-nous besoin d'une Porsche pour livrer nos clients? Les oncles commencèrent à se regarder furieux.
Il roulait en Peugeot. Et le meilleur pour la fin, continua Hélène implacable. Ligne 600, consulting externe. Virement de 80 000 € à une société écran basée au Luxembourg. J'ai vérifié les statuts hier. Le bénéficiaire économique de cette société, c'est toi, Lucas. Tu te verses des commissions sur des contrats fictifs. Elle se tourna vers l'Assemblée. J'ai peut-être égaré 500 €, mes chers cousins. Mais votre PDG, mon fils, a détourné 150 000 € en 6 mois. Il ne s'agit pas d'erreur comptable ici. Il s'agit d'abus de biens sociaux, de faux, et usage de faux et d'escroquerie. Le silence qui suivit fut assourdissant. On entendait le ronronnement du projecteur. Lucas était pétrifié. Il était nu. Sa mère, cette vieille chose qu'il pensait dépasser, venait de le déshabiller publiquement avec la précision d'un chirurgien. L'oncle Henri, le doyen des actionnaires, se leva. Il avait le visage rouge de colère. Il regarda Lucas avec un mépris absolu. « C'est vrai ça, » hurla-t-il. Lucas bafouilla. « C'est de l'optimisation fiscale. Vous ne comprenez pas le business moderne. »« Dehors, » tonna l'oncle. « Dehors, petit voyou, et estime-toi heureux si ta mère ne t'envoie pas en prison. » La chute fut vertigineuse. En 10 minutes, le jeune loup fut déchiqueté par la meute, qu'il pensait contrôler. Le conseil d'administration vota sa révocation immédiate pour faute lourde, très lourde. Hélène ne signa jamais sa démission. Elle fut réintégrée sous les applaudissements à la présidence par intérim. La fin de cette histoire a un goût de cendre froide. Hélène a repris son bureau. Marcel le gardien a pleuré en lui ouvrant la barrière le lendemain, s'excusant 1000 fois. Elle lui a pardonné, bien sûr. Elle dirige l'usine. Elle a redressé les comptes. Elle a sauvé les emplois. Mais le soir, quand elle rentre dans sa grande maison vide, elle ne regarde plus la photo de Lucas sur la plage. Elle l'a rangée dans un tiroir. Et Lucas, la justice immanente, a de l'humour parfois noir. Lucas a tout perdu. Sa réputation détruite, aucun chasseur de tête ne voulait de lui. Les rumeurs vont vite dans le milieu des affaires. Il y a quelques semaines, une amie d'Hélène a cru le voir. C'était à l'agence France Travail, l'ancien pôle emploi de Tourcoing. Il faisait la queue son beau costume italien, un peu froissé, tenant une pochette en plastique bon marché. Il attendait son tour pour demander le RSA, car ayant été licencié pour faute lourde, il n'avait pas droit aux indemnités chômage immédiate. L'agent au guichet lui a demandé ses justificatifs. Il a dû expliquer qu'il n'avait rien, qu'il avait tout misé sur des apparences. Il a appris ce jour-là la leçon que sa mère avait tenté de lui enseigner toute sa vie, l'humilité. Mais il l'a apprise trop tard. Mesdames, messieurs, cette histoire est celle d'une victoire, certes. La victoire de la compétence sur l'arrogance de l'honnêteté, sur la cupidité. Mais c'est une victoire qui porte le deuil. Car Hélène a sauvé son entreprise, mais elle a perdu son enfant. Et pour une mère, aucune réussite professionnelle, aucun bilan comptable positif ne pourra jamais compenser la faillite d'un fils. Alors, si vous avez la chance d'avoir des parents qui vous ont soutenu, qui ont sacrifié leurs rêves pour les vôtres, n'oubliez jamais, on ne licencie pas ceux qui nous ont donné la vie. On les honore.